sur les imaginaires qui nous permettent d'avancer dans une direction favorable, et ce projet en fait partie. Je vous laisse retrouver, si vous le souhaitez, c'est pas tout à fait encore publié, mais ça le sera bientôt sur le site internet d'AREP, le rapport d'activité recherche qui présentera un peu tout. Vous m'entendez? Est-ce Oui, que mais vous on t'a perdu m'entendez? un petit moment. Ah d'accord, pardon. J'espère que le réseau sera pas trop capricieux. Je n'ai pas la fibre. Et puis Donc, j'ai lancé tardivement l'enregistrement, donc il y aura une partie qui sera coupée. Non, mais je je crois qu'il était déjà sais. lancé. Ok, pardon. Pas de problème. Donc je disais oui effectivement et on publie prochainement notre rapport d'activité recherche. Vous pourrez explorer l'ensemble des dimensions que nous traitons et des manières dont on fait de la recherche chez AREP. Euh, donc alors hop, j'espère que ça marche. Voilà. Donc au début de cette recherche, c'est la rencontre entre le PUCA et AREP qui fait suite à une question qui a été posée qui a été étudiée par Alain Bourdin. Et cette question, on pourrait la formuler ainsi, qu'est-ce qui échappe à la prospective et empêche de voir plus loin que l'échelle des objets et des services? Parce qu'en effet, dans son travail exploratoire sur les manières de penser et de faire la métropole post-carbone, Alain Bourdin, sociologue et urbaniste, se rend compte qu'un des obstacles importants à la transformation des métropoles est en fait un manque de réflexion à l'échelle métropolitaine. Il note surtout que les réflexions, les expérimentations et les politiques qui sont quand même poussées en faveur de cette transition se limitent souvent à des domaines assez particuliers, à des lieux assez spécifiques et en fait assez limités. Donc, pour explorer en fait aller chercher peut-être ce qui n'aurait pas été trouvé au premier abord dans les prospectives des métropoles en transition, des métropoles post-carbone. Je vais vous présenter ma recherche suivant trois points. D'abord, on va revenir sur le terme de face arrière, puisque c'est ce qui est au cœur de ma recherche, c'est questionner ce qui n'apparaît pas dans les prospectives les plus courantes euh, sur les métropoles du futur. Puis je reviendrai un peu sur la méthode employée dans ce travail de recherche, donc la question des imaginaires et d'abord les grands motifs qui peuvent permettre de comprendre ce qui compose ces imaginaires les plus couramment médiatisés. Et après, je terminerai sur des résultats plus liés à un cas d'étude sur le cycle de l'eau, un des cas d'étude de face arrière qu'on a investigué dans cette recherche. Donc pour introduire à cette notion de face arrière des métropoles post-carbone, il faut se remettre dans le contexte que quand on observe des représentations des métropoles futures, le plus souvent post-carbone, puisque c'est le nouveau paradigme suite à celui de la ville durable et à la courte vie de la smart city, quand on observe les représentations des métropoles futures, on voit qu'elles sont elles se ressemblent toutes énormément. On retrouve des éléments, des objets, des marqueurs de la durabilité qui sont érigés un peu comme des totems. Ça va être évidemment la végétalisation, ça va être aussi les cyclistes et les transports en commun, donc à des degrés divers selon peut-être les villes, les continents qui hébergent ces projets, mais toujours dans une même direction et toujours en montrant les mêmes choses, des centres-villes animés, parcourus par beaucoup de cyclistes. Et en fait, ces représentations
Donc, comme je le disais, se limite à des espaces très restreints. Au-delà de la variabilité des objets qui vont venir les peupler, ces images, on est toujours quand même dans un centre-ville et avec un message qui est porté. Euh, la généralisation peut-être des voitures autonomes, des services de livraison robotisés et donc encore et toujours des cyclistes assez épanouis qui vont et viennent. Autour de tout ça, tout un tas d'autres choses qui vont venir parfois un peu différencier selon le degré d'implantation de technologie imaginée, selon le type de végétalisation imaginée, plus ou moins, on va dire, high-tech. Euh, et euh, donc, on retombe toujours sur des villes qui sont stéréotypées sur le fond, mais aussi dans la forme, comme le disent les auteurs du précédent livre que vous avez pu voir là, dont vous avez la couverture ici. Donc vraiment, des stéréotypes qui se diffusent aussi bien dans les discours, mais aussi dans les représentations. Euh, donc si on revient sur cette question de ce qui est montré, donc le centre-ville, euh, on peut se... on- enfin, donc, le centre-ville et les objets qui sont associés sont tout ce qui est positivement associé au futur, mais au risque d'oublier une grande part de ce qui pourrait constituer le futur, qui est décarboné, durable ou même intelligent. Et donc, en fait, ces images, elles dissimulent beaucoup d'impensés des métropoles post-carbone. Le plus souvent, il s'agit des lieux qui abritent les fonctions nécessaires au fonctionnement même de ces métropoles qui sont imaginées et qui seraient plus décarbonées, que ce soit la production d'énergie, la gestion des données et des réseaux informatiques, la logistique urbaine, les conséquences même sociales des choix politiques ou de la nature des services urbains qui sont ainsi vantés. Tous ces sujets, dans les images de prospective, ne sont ni matérialisés, ni traités même concrètement dans les documents de prospective urbaine ou plutôt à la marge. Donc c'est cet ensemble de choses passées sous silence que nous avons intitulé hein, les faces arrière. Et le but, c'est de désigner tout cet invisible, tous ces lieux qui peuvent aussi être qualifiés de sales et méchants, de non Instagrammables ou ou peut-être qui se ressemblent puisque c'est là où on ne souhaite pas emmener ses enfants, c'est là où on ne souhaite pas aller tout court puisque ce sont des lieux généralement indésirables. Donc ces qualificatifs divers, je vous disais, sales et méchants, non Instagrammables, c'est en fait des mots-clés, des choses que nous ont dites, enfin des mots-clés qui sont apparus soit dans les discussions avec le PUCA, avec d'autres collaborateurs chez AREP, mais aussi avec des professionnels de l'aménagement et de la prospective. Et tous ces lieux essayent de qualifier ce qui manque ou ce qui existe en négatif de la prospective. Pour essayer de mieux définir, plutôt que par un assemblage de termes comme ça, de trouver une définition de ce que pourrait être réellement la face arrière des métropoles, euh, on a commencé par un recensement des lieux, une sorte de liste à l'après-vert. On pouvait citer les friches industrielles, les chantiers, les déchetteries, les nœuds d'infrastructures routières, les stations-service, les services urbains d'épuration et de l'eau, etc. Mais c'est assez difficile à trier et finalement, on a réussi à dégager trois traits caractéristiques pour les qualifier, ces lieux-là. Euh, Ces trois caractéristiques sont cumulables pour les décrire, euh, mais ils sont chacun assez enfin, distincts, puisqu'ils sont cumulables, mais pas forcément toujours présents. Euh, Tout d'abord, on peut souligner l'ensemble des lieux qui hébergent des fonctions qui sont cachées ou dévalorisées. C'est souvent des fonctions techniques
et des fonctions qui sont liées au métabolisme urbain. Ces fonctions sont cachées ou dévalorisées puisque elles peuvent être peu jolies, avoir des effets, des odeurs, faire du bruit, etc. Mais aussi parce que c'est des lieux où, dans tous les cas, on ne fait que passer, on ne fait que aller de manière très ponctuelle, ou même en tant qu'habitant non spécialiste de ces sujets-là, on ne va même jamais. Donc, c'est des fonctions comme ça qui sont nécessaires, mais qui restent plutôt à l'écart des vies quotidiennes. Donc, vous voyez, de manière très connexe, j'ai déjà évoqué, on peut aussi faire l'ensemble des lieux dont les usages sont indésirables. Donc il y a l'usage même d'une déchetterie, le fonctionnement d'une déchetterie génère des odeurs, du bruit, des passages de camions, etc. Donc on a des lieux dont les externalités sont négatives, et ça peut être des externalités, on pourrait dire biochimiques, ou d'ambiance, mais aussi des externalités, mais aussi des usages de lieux qui sont rejetés du fait du rejet même de certaines situations sociales, d'un rejet des marginalités, en fait, puisque dans les usages indésirables, j'ai aussi regroupé les lieux, voilà, où habitent, enfin, où vont se réfugier des sans-abri, ou vont essayer de trouver un lieu pour justement habiter ou planter une tente. Et donc, ça constitue aussi une grande part des métropoles, c'est ces lieux un peu où on n'aime pas, on veut pas qu'ils existent à côté de chez nous, on veut pas les voir au quotidien, etc. Et enfin, toujours très proche de deux autres qualificatifs, on peut aussi mentionner tous les lieux dont les caractéristiques spatiales et esthétiques sont négatives. On pourrait même dire que ce sont des lieux qui sont inhospitaliers, dans le sens où on ne pourrait même pas y habiter, s'ils n'étaient pas soutenus par des systèmes techniques. Donc, comme par exemple les espaces souterrains, sont vraiment inhabitables, puisque sans ventilation, sans lumière du jour, etc., l'humain ne pourrait pas vivre très longtemps, ou en tout cas dans très mauvaises conditions. Mais en fait, on rejoint aussi là l'ensemble des lieux qui créent des frontières, qui créent des enclaves dans les métropoles, et qui sont vraiment euh, peu appréciés pour cette raison-là. Donc souvent des grandes infrastructures qui vont créer des ruptures dans l'espace métropolitain. Donc on voit bien à l'aide de ces critères qu'on peut disposer un ensemble de lieux, qui est absolument pas exhaustif là sur ce schéma-là, un ensemble de lieux pour essayer de cartographier ces faces arrière, et même en partant de la caractéristique, euh, s'interroger sur l'ensemble des lieux qui répondent à ces caractéristiques. On voit là, puisqu'on est quand même sur un sujet, enfin vous travaillez sur les sujets des égouts, que j'ai classé les égouts. Alors, je me souviens où je l'ai mis. Parmi les infrastructures, c'est ça, de circulation ou de flux. Je les ai mis, donc ils sont tout en bas là. Donc, indésirables pour leur fonction, on n'a pas envie d'aller savoir ce qui se passe dans un égout, mais aussi quand on pense à l'espace même de l'égout, à cette représentation en tout cas on s'en fait quand on n'est pas spécialiste, ce tunnel souterrain où passent les effluents, eh bien on se dit que ces espaces vraiment sont des espaces qu'on préfère ne pas avoir en mémoire et ne pas avoir à fréquenter tous les jours. Et il existe peu de prospectives qui s'interrogent sur l'avenir de ces tunnels souterrains. Si on se tient juste sur les égouts, après, il y a l'ensemble du cycle de l'eau à travers lequel passent
voilà, les eaux qui, à un moment donné, sont dans les égouts. Donc cette étude, elle s'inscrit en premier lieu dans un effort d'exploration des manières de penser et de faire la métropole post-carbone, comme je vous le disais au début, et on s'intéresse donc aux pratiques de prospective urbaine. L'étude du vocabulaire graphique des représentations prospectives des métropoles, mais aussi l'attention aux trajectoires et aux horizons de transition qui sont projetés par ces représentations. On identifie en fait des limites, des freins et des obstacles dans ces études prospectives, des obstacles à penser un futur un peu plus complet, un peu plus complexe. Ce repérage que je vais vous présenter sert en fait de socle pour emmener plus loin l'exercice en fait, d'idéation et de projection qui serait nécessaire à la construction de trajectoires de transition post-carbone euh, donc plus complexe, en intégrant une part de réalité qui aujourd'hui tue. La recherche se repose sur une collecte d'images assez diverses, qui sont en fait de trois grands types. On a d'abord cherché à collectionner des images de situations urbaines identifiées comme appartenant à la face arrière, donc vous en voyez quelques-unes, des espaces souterrains qui servent à stocker de l'eau, des choses comme ça, des stations-service euh, parfois abandonnées, des usines, etc., etc. Deuxième type d'images collectées, ce sont en fait des représentations de ces lieux, de ces situations urbaines qui auraient été transformées, qui auraient été imaginées différemment. Donc, elles peuvent être transformées dans leur fonction ou dans leur forme. On voit une assez grande diversité de choses parce que, étant donné que la face arrière n'est pas quelque chose de défini dans la recherche ou même pour le grand public, là, c'est moi qui ai assemblé en fait des images qui, de mon point de vue, du point de vue de la recherche, répondent à cette question de que fait-on dans les faces arrière et que fera-t-on dans les faces arrière. Et enfin, troisième lot d'images qui sont beaucoup plus communes au grand public, ce sont des images, des représentations des métropoles et des lieux métropolitains en général futurs, avec différentes trajectoires envisionnées. Et donc, parmi ces trajectoires, des trajectoires post-carbone, la majorité sont post-carbone, vous voyez, mais l'image où on a l'impression de voir un peu une sorte de bidonville, etc., c'est aussi une part des imaginaires des métropoles futures, plutôt négatives, où là, la question du carbone n'est pas forcément résolue, ou en tout cas imaginée comme résolue. Donc, la mise en regard de toutes ces images, vous avez vu quelques-unes, et des documents de prospective permet en fait de dégager des traits généraux, des grands motifs des imaginaires. Le premier grand motif, je ne vais pas forcément m'étendre, mais c'est vraiment un motif de l'intensification des usages et de la multiplication des dispositifs en ville qui insiste donc sur l'augmentation des possibilités pour l'habitant de jouir de son espace proche, de vivre plus proche de chez lui, de moins circuler, puisque en fait c'est le transport qui est effectivement aujourd'hui, par exemple en France, le principal poste d'émission de gaz à effet de serre, mais donc on imagine en fait supprimer ce gros poste d'émissions de gaz à effet de serre en rendant la ville beaucoup plus productive, beaucoup plus intense en espace, en fonction, en service. Donc ça traverse beaucoup d'imaginaires. Euh, et vous l'avez déjà rencontré, vous le voyez même dans votre quotidien déjà. Un deuxième grand trait commun, enfin, qui parcourt les imaginaires des métropoles futures, c'est une attention au devenir ou à ce qui pourrait advenir des structures du pétrole. Euh, et souvent, ce devenir, il est abordé par le thème de la patrimonialisation. Donc, en fait, il y a une vraie question qui est posée sur que faire de ce dont on a hérité, que faire de ces espaces industriels et
pour beaucoup, il y a une fabrication, en tout cas une esthétique qui est promue de ces structures souvent gigantesques et qui ont une forme de sublime, hein, qui est valorisée, et on imagine comme ça une sorte de futur un peu ambivalent où on aurait réussi à faire la transition, mais on garderait comme un sacerdoce ces images de ce qui a été pendant plus d'un siècle la métropole et la consommation énergétique. Euh, un- Autrement, certains s'interrogent sur les manières dont la forme héritée des métropoles carbonées peut être transformée, voire améliorée. Là, on touche à des imaginaires qui imaginent agir sur l'armature urbaine, sur la structure même de l'urbain pour faire la transition. Donc, on est une échelle on est un petit peu dézoomée, on a un peu sorti des objets et du bâti. Et là, effectivement, la transition s'envisage beaucoup sur une recomposition des manières de relier les lieux, de faire circuler en fait les habitants, les marchandises, etc. Euh, Encore un autre motif, celui de la végétalisation, de la nature, évidemment présente depuis très longtemps, notamment depuis la question de la ville durable, et qui prend une tournure un peu différente dans le cas de la décarbonation, où en fait la nature est de plus en plus pensée comme un artefact technique. La nature va servir des objectifs, protéger les côtes, rafraîchir en ville, et évidemment ensuite décorer la ville. Le motif de la nature en ville, il n'est pas nouveau, c'est vraiment son hybridation avec son aspect technique et utilitaire qui est de plus en plus affirmé et de plus en plus critiqué aussi, évidemment. Et enfin, pour terminer sur une note un petit peu plus positive ou un petit peu plus originale en tout cas, la prospective au XXIe siècle, on le voit en fait, comme elle a pu déjà exister au XXe siècle, hein, elle utilise l'art du détournement pour provoquer aussi d'autres émotions, pour provoquer d'autres images du futur ou en tout cas d'autres images de nos espaces sans forcément se projeter dans le futur. Et comme ça, questionne la nature de certains lieux ou de certaines fonctions. On voit par exemple, je vous commande juste deux images, tout en haut, les vélos, c'est en fait des courses qui sont organisées, des courses de vélos dans des parkings silos. Euh, donc j'ai trouvé ça assez original de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ces gros parkings silos si on n'y met plus des voitures. Et ben certains se disent bah c'est super parce que ça nous fait des pistes de vélo, voilà, pour faire des courses. Euh, et L'image juste en dessous à gauche, une sorte de représentation un peu 3D d'un bâtiment. Ça, c'est un collectif d'artistes qui a imaginé des lieux absurdes un peu, mais liés à nos pratiques actuelles, beaucoup liés au numérique. Et là, ils ont imaginé un bâtiment qui serait un lieu pour traîner. Donc, dans un quartier où en fait ils ont remarqué une forte activité Instagram, ils se sont dit qu'il fallait un lieu comme ça où on pouvait venir juste pour pratiquer l'art de la mise en scène et de traîner en ville pour prendre des photos. C'était il y a quelques années, mais je pense qu'ils ont dû juste, puisque Instagram n'a pas décru en utilité. Donc, comme l'objectif de la recherche était de se pencher spécifiquement sur les faces arrière, l'approche globale que je viens de vous montrer a été complétée par une étude de cas qui permettait de partir à la recherche de discours spécifiques à des thématiques qui ont été délaissées. Donc, il y a 4 cas d'études qui ont été choisis qui visaient donc, enfin, qui ne concernent pas que les faces arrière, mais qui ont eux une face arrière. L'eau et l'assainissement, les stations-service, les parkings souterrains et les situations de campement. Chacune de ces
thématique renvoie à une sorte d'incarnation dans les prospectives de la face avant, c'est-à-dire que le campement côté face avant, c'est en fait le logement, l'habitat, qui est une thématique commune de la prospective, comment on va habiter dans le futur. Par contre, la thématique de l'habitat des personnes exclues est un peu plus, qui est un peu plus anecdotique dans les prospectives, où donc pour prendre l'eau et l'assainissement, les prospectives abordent beaucoup la question de la consommation de l'eau, de comment on consomme, comment on a accès à l'eau, mais discutent moins des questions de disponibilité même de l'eau, de la circulation, de la gestion de la ressource. Donc nous, là, je vais vous présenter plus spécifiquement la question du cycle de l'eau dans les métropoles post-carbone, puisque c'est celui qui vous intéresse plus dans l'ANR et GOU. Et sa particularité, hein, c'est qu'on a affaire à une ressource essentielle qui aujourd'hui est entièrement contrôlée et gérée par des infrastructures techniques et technologiques qui rendent assez difficile la transformation de ces systèmes mêmes et donc une transition post-carbone hors peut-être de ces systèmes. Donc l'entrée par cette question des ressources du métabolisme urbain et donc plus spécifiquement de l'eau soulève toujours des questions de provenance, de distribution et de stockage. On sait que l'eau est une ressource devenue critique sous un double effet en fait, de sa consommation effrénée et du bouleversement du cycle de l'eau dans le cadre du changement climatique. Et on a vu ces derniers étés que la disponibilité de la ressource en eau dans les métropoles peut grandement évoluer, peut grandement même souffrir, puisque sa gestion est liée à de nombreuses modalités sociales et techniques. Elle dépend à la fois des pratiques individuelles et des pratiques industrielles, de choix de gestion politique et économique, et également des systèmes d'approvisionnement et de distribution. Donc c'est un système qui est extrêmement complexe et c'est une question très complexe, un système très complexe qui est donc difficile à remettre en cause. C'est souvent le fond en fait de ces limites de la prospective qui vont agir sur des éléments plus faciles à transformer, plus aisés à remettre en cause que des filières aussi importantes et aussi structurantes. Donc actuellement, pour parler des représentations qu'on a de ce cycle de l'eau, même de l'eau et de l'assainissement en ville, aujourd'hui il est principalement abordé pour le grand public du point de vue de sa disponibilité au robinet. En grosso modo, on conçoit l'eau uniquement quand on tire de l'eau à son robinet dans son logement et quand on l'utilise pour la douche. Donc c'est au moment où elle arrive et au moment où elle repart dans les tuyaux. Et au-delà de ça, il est très difficile, enfin il y a peu de communication là-dessus et il est assez difficile pour le citoyen d'en avoir une représentation, une bonne connaissance. Donc on voit que dans cet ordre d'idées-là, beaucoup d'artistes en fait, et de militants vont tenter de rendre visible l'eau. Le but, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux habitants que l'eau est un peu partout, qu'elle est disponible, enfin, elle est aussi dans l'espace urbain et pas que dans le logement. Donc, il y a beaucoup d'actions pour la mettre en visibilité, que ce soit pour révéler les petites rivières urbaines qui ont été enterrées, pour donner de l'eau potable dans l'espace public, etc. On sait que c'est des thématiques courantes. Mais bien souvent, ces actions, ces imaginaires gardent un regard vraiment ludique et positif sur ces changements. De l'autre côté, quand on s'intéresse aux infrastructures et à leur devenir et à ce qui est imaginé, cet avenir est surtout pensé en termes techniques, hein. On ne remet pas en cause l'infrastructure, on imagine comment l'infrastructure bah, se décarbone ou
devient moins énergivore, etc. Donc ça va surtout passer par des projets de méthanisation, voire des centres d'assainissement qui deviennent des sortes de parcs aquatiques ludiques. Donc là, on a deux exemples en Chine, deux projets qui, qui sont planifiés en Chine. Donc on retrouve un peu la même idée, la question de rendre utile la ressource ou de la rendre un peu plus ludique, mais sans remettre en cause le système en général. Il est également courant de rencontrer des projets étudiants qui se veulent assez subversifs en imaginant transformer les stations d'épuration pour en faire des lieux familiaux et récréatifs, donc un peu dans la suite de ce que je viens de vous montrer. Il y a une intention louable qui est de conjurer l'indifférence citoyenne face à ce qui rend la vie urbaine possible, face à ce qui rend possible le fait d'avoir de l'eau au robinet. Mais ça reste plutôt marginal et assez orienté dans une optique de dynamiser les petites villes où en fait les structures sont proches des habitats, contrairement aux métropoles où l'échelle est démultipliée. Et sinon, ça rejoint la question de la patrimonialisation. Souvent, on imagine que ces infrastructures très grandes, très énergivores vont être abandonnées, sans imaginer ce qui les remplacerait. Mais donc, étant donné que ces structures sont abandonnées, on pourrait les transformer en des lieux de balade, comme on voit à gauche. Donc, toujours un retour à cette idée du sublime des grandes infrastructures d'une époque pensée comme révolue. Il existe quand même quelques imaginaires assez intéressants à explorer qui sont donc pensés vraiment à l'échelle des métropoles, qui s'interrogent sur ça veut dire quoi avoir de l'eau dans l'avenir où il y a une raréfaction de l'eau et où on essaye de responsabiliser peut-être les habitants face à cette disponibilité de la ressource et de sa rareté. On voit plusieurs exemples où en fait on imagine que donc l'habitant vit beaucoup plus proche de là où l'eau est stockée. Il est rendu responsable de son approvisionnement en allant peut-être chercher l'eau à une fontaine publique, ou même le stockage de l'eau prend place juste à côté de son immeuble. On peut imaginer que il est plus mis à contribution dans cette gestion-là. Donc nous, en allant faire cette observation des imaginaires des métropoles futures, donc, on a pu décrire la manière dont on fait face à un univers esthétique, politique et social assez convenu. Et le but était de démontrer que il y avait d'abord une certaine un calme critique sur ces imaginaires qui étaient assez peu remis en cause, qui étaient assez peu remodelés et bouleversés, et surtout des imaginaires qui étaient très contraints par des systèmes techniques énergétiques qui les remettaient donc pas en cause, donc une sorte euh, de dépendance à l'état du monde tel qu'il est à ce moment. Et donc, l'une des ambitions qu'on avait, parce que ça, c'était des résultats qu'on entrevoyait déjà, et donc l'une des ambitions qu'on avait pour le programme, c'était d'essayer d'imaginer comment construire des imaginaires qui sortiraient de ces écueils, de ces dépendances et de ces conventions. Et donc, c'est avec cette ambition qu'on a organisé un atelier de design prospectif chez AREP avec des jeunes architectes et des jeunes ingénieurs qui ont planché pour un des groupes sur le thème de l'eau et de l'assainissement, le temps d'une grosse matinée. Et ce qu'ils ont imaginé, on l'a travaillé avec un illustrateur pour essayer de le mettre en image et essayer de proposer des alternatives. L'exercice était passionnant, il est cependant tributaire du fait qu'on est nous-mêmes inscrits dans des dépendances et on est nous-mêmes informés par une forme de réalisme qui nous empêche de peut-être aller encore plus loin. Donc cette image, elle a plein de petites choses intéressantes et
On pourrait également lui appliquer les filtres que je vous ai montrés tout à l'heure et montrer qu'elle reprend des stéréotypes conventionnels et qu'elle subit encore quelques écueils. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui est montré là, on voit le paysage où une place plus importante est redonnée au traitement de l'eau au plus près des usages domestiques en milieu urbain. Donc elle imagine rendre possible des circuits en partie fermés à l'échelle de l'habitat, de bénéficier de l'eau dans l'espace urbain et de ne déléguer le traitement des eaux aux stations d'épuration uniquement pour les eaux les plus sales. L'intention était double pour les ingénieurs et les architectes qui nous ont proposé cette idée. C'était de favoriser le changement des pratiques qui sont les moins coûteuses à l'échelle domestique, c'est-à-dire celles qui remettent en cause le moins nos habitudes existantes, et de garder ces structures qui sont les stations d'épuration et de les faire travailler pour ce qui est le plus nécessaire, c'est le traitement des eaux les plus sales. Donc, le plus souvent, ce sont les eaux des WC. Le tout, donc, dans le but toujours de favoriser un changement des pratiques sans demander un effort énorme aux habitants. Donc, par exemple, passer aux toilettes sèches en centre-ville, ça implique tout un réseau d'infrastructures différents qui serait très difficile à mettre en œuvre. Cette spécialisation, on pourrait dire, et cette division en deux réseaux d'eau, entre les eaux peu sales et les eaux très sales, permettrait peut-être de favoriser le retour de ce qui se trouve dans les eaux sales vers les champs, comme ça se faisait avant la généralisation de l'assainissement, et donc de réamender les sols avec ces choses-là. Je crois que je suis beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là. Voilà, il y avait une petite image avec la légende. Et donc, juste pour terminer sur deux mots, ce que nous avons cherché à faire par cette recherche, c'est donc de mettre à l'actualité la réflexion sur le rôle que les faces arrière peuvent jouer dans la transition post-carbone, en pensant donc à partir des faces arrière, nous avons l'intuition que nous pouvons penser d'autres formes de transition plus complètes et plus complexes. Et je vous laisse sur cette image que j'aime beaucoup, même si je ne l'ai pas montrée pendant la présentation, parce que si le slogan initial était délétère, je trouve que son détournement est tout à fait fructueux, et peut-être qu'elle vous plaît aussi. Merci beaucoup. Merci Louise. Euh, Pardon, Merci. juste un petit mot, Nada, et puis après je vous laisse la parole, mais je pense à Guillaume qui adore forcément cette illustration. Merci Louise de nous avoir projeté. J'ai beaucoup apprécié aussi la manière dont on se retient parfois de se projeter. On a encore un conditionnement qui nous empêche d'aller voir un petit peu plus loin. Pardon, vas-y Nada. Non, non, mais vas-y, c'était juste pour te remercier, Louise, pour ce récit passionnant. Euh, je laisse la parole peut-être à la salle s'il y a des questions ou des remarques. Ou Jérémy, toi, je suis sûre que tu as des questions. Ou Gaël, tiens. Oui, bah forcément, j'ai toujours des questions. Ça, c'est bien. Non, c'était passionnant, c'était vraiment intéressant. Et c'est marrant parce que hier, j'ai été visiter une expo qui est au 104. Je ne sais pas si vous connaissez le 104 dans le 18e, 19e à Paris. Et c'est une exposition sur, ça s'appelle Tracé bleu et c'est sur l'architecture pour habiter le monde de demain. Donc voilà, qui donne un certain nombre d'exemples de villes du futur. Donc je trouve que c'est bien en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre au 104, on arrive sur une belle façade avec plein d'illuminations, des néons, c'est très joli. Et puis quand on sort par la rue d'Aubervilliers, la face arrière, et ben la rue d'Aubervilliers, elle est un petit peu moins, enfin elle est très belle parce qu'il y a plein de graffitis. Moi, j'adore le street art, donc c'est intéressant. Et puis après, j'ai continué, et là, j'ai trouvé une zone
moins sympathique, avec voilà, des personnes un petit peu bizarres ou des lieux avec des déchets. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est un bel exemple qui illustre la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour au 104, je pense que ça donne un exemple concret de la présentation qui est faite là. Voilà, je Merci voulais beaucoup. partager ça. Je crois que j'ai vu passer l'annonce de l'expo C'est dans ça. un Enfin, je sais pas si des vous voyez, mais newsletters. c'est ce truc-là. Ah ouais, super. Il faut que Voilà. j'aille la voir. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, je fais partie des volontaires dans l'étude et donc j'ai été invitée. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup intéressée parce que je travaille aussi à la métropole du Grand Paris dans la direction attractivité et surtout sur les sujets logistiques. Alors, on a une équipe qui travaille sur ces sujets et qui a du mal à imprimer, faire monter un peu ce sujet au niveau des élus. Et je me disais que c'était peut-être aussi dû en toute petite partie aussi aux imaginaires qui avaient été enfin, un peu imprimés dans leurs esprits où on ne faisait pas paraître de zones logistiques, on ne les faisait pas, enfin, on ne les incluait pas dans l'imaginaire de la vie du futur. Et donc, du coup, c'était peut-être pour ça, en toute petite partie, que ça avait du mal à imprimer et que c'était plus simple de réfléchir voilà, à des pistes cyclables parce qu'on va... Ah, on vous a perdu. On ne vous entend plus, Agathe. Ah, j'avais peur que ce soit que moi. Mais mince. Ah, bah Oui, elle s'est déconnectée. Je pense qu'elle a dû... mince. C'est dommage parce que Bah, elle va j'avais plein revenir. de choses à dire. Elle avait laissé un message dans le chat pour savoir si elle pouvait avoir la Pardon, présentation. Ah, ça a coupé, je suis désolée. oui. Je pense que ça sera intéressant aussi de voir ce que l'IA en termes de photos, enfin de dessin, elle proposera. Et je pense que ça sera des choses très classiques. Et en fait, notre devoir, c'est aussi d'éduquer ces IA à montrer des choses qui sont un peu plus alternatives et qui n'ont pas l'habitude d'être montrées. Voilà. Pardon pour la coupure. Je rebondis tout de suite parce qu'effectivement, alors c'était un sujet que enfin, l'IA, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé hier en séminaire. Euh, et alors, c'est pas rassurant. Je vais essayer de retrouver le nom de ce que je veux vous dire, mais il existe des collectifs qui essayent de se mobiliser pour justement changer ces représentations de l'IA, puisque il a été remarqué par certains que à partir du moment où on donnait le mot-clé banlieue, donc qui est peut-être une forme de face arrière, et ben toutes les images se transformaient en effet cauchemardesque. C'est-à-dire qu'un mariage en centre-ville, on avait un joli truc de mariage. Mariage en banlieue, on a des mariés qui marchent dans les ordures. Donc il y a un vrai sujet. Et alors il y a un collectif qui s'appelle Welcome from the banlieue, ou quelque chose comme ça, euh, qui travaille à ça. Donc très Ouais, bonne remarque. j'ai vu passer ça sur Twitter, en effet. En effet, Oui. avec plusieurs représentations. Tout à fait. Mm. Ouais. Donc pour répondre à la question, donc sur quel délai vous pourrez avoir la présentation, le sujet c'est que les images que je vous ai montrées à la fin, enfin, le dessin, c'est ça qui est encore confidentiel jusqu'à publication officielle. Et ça devrait, alors on espérait mai, ça sera peut-être plutôt, on espérait mars, ce sera peut-être plutôt avril. Voilà, on devra attendre un peu, quelques mois encore avant d'avoir l'impression. Bravo pour le boulot, en tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'avais une petite question. Est-ce que les abords des voies ferrées sont considérés comme des zones, des faces arrière? Parce que c'est souvent un endroit où il y a plein de déchets, où c'est un peu bizarre. Donc, je ne sais pas si c'est pris en compte dans l'étude, mais... Euh,
Alors, pour répondre à la question, ça dépend à quelle échelle on va descendre pour définir qu'un lieu serait une face arrière ou pas. C'est vrai que j'en suis restée à ce que j'ai nommé des situations spatiales, donc plutôt des espaces qui peuvent être, enfin, qui sont circonscrivables. C'est-à-dire que les abords de voies ferrées, c'est des sortes de limites un peu qui s'étendent comme ça dans l'espace et qui occupent peu de place. Donc, je ne les ai pas considérées comme telles. Euh, mais en fait, cette définition, elle n'est pas fixe. Justement, elle vise à s'interroger sur ce qui est d'une face arrière ou pas. Donc, pourquoi pas? Comme la rue d'Aubervilliers, peut-être. Oui, enfin après, c'est pas toute la rue d'Aubervilliers, hein, Oui, oui. mais il y en a, ouais, il y en a d'autres ailleurs. Non, vous avez parlé, je crois, des nœuds d'autoroute, enfin des Mm. ponts sur les bretelles d'autoroute, etc. Et je pense que au niveau des voies ferrées, c'est un petit peu la même Mm. chose en fait. C'est là où les gens jettent, je sais pas, des déchets enfin, je sais pas Ouais. comment, mais pas par le train, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est ces zones-là où on va pas vraiment, qui sont pas vraiment accessibles et où il y a vraiment tout un tas de détritus. Alors, c'est pour faire la transition, le lien avec la prochaine conférence, mais voilà, enfin, c'est vraiment des zones un petit peu bizarres où on va pas. Oui, oui. Effectivement, j'ai vu le thème de la prochaine conférence. Effectivement, sur ces lieux où on accumule des déchets, enfin, où il y a des Mm, déchets, mais ça va être n'importe quel recoin dans Paris, les points noirs, hein. mm. Voilà. Si on descend à cette échelle, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, je ne sais pas si je peux intervenir quelques minutes. Merci d'abord, oui, Louise, pour cette présentation. Je suis Pierre Chantry, je pense que je ne connais personne et vous ne me connaissez pas. Je suis un ancien de l'IPSL. J'essaie de participer le plus possible à toutes les présentations en ligne, puisque maintenant je suis un petit peu sorti du circuit, mais je m'intéresse beaucoup à tous ces sujets. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et il se trouve qu'actuellement j'habite en Italie, à Rome, et je me dis que la ville est quand même assez différente de celle de Paris. Donc là, vous avez fait une présentation on ressent assez focalisée sur la métropole de Paris, même pas les villes de France. Enfin, je ne sais pas comment vous travaillez exactement. Mais en l'occurrence, j'ai eu l'impression enfin, j'ai l'impression que euh, les- le problème des déchets, notamment, en tout cas en Italie, est un petit peu différent de celui qu'on trouve en France. Je ne sais pas du coup si dans votre travail, vous élargissez les réflexions sur d'autres métropoles du monde finalement, et si vous faites intervenir je ne sais pas si ça a du sens, hein, mais le côté culturel ou le côté politique des décisions qui peuvent être prises dans des métropoles différentes du monde. Parce que sur Paris, on connaît, enfin, étant parisien aussi, je connais la situation. Voilà, dans le monde, on peut avoir des choses un petit peu différentes sur l'organisation de la ville. Oui, merci pour cette remarque très intéressante. Effectivement, bon, c'est une recherche très franco-centrée et puis forcément encore aussi occidentalo-centrée. Donc, c'était pas quelque chose qu'on essaie de dépasser, puisque dans la collecte même, tout s'est fait par la collecte des images. On peut se demander comment je les ai accumulées, et c'est impossible d'avoir accès à toutes les images. C'était une collecte opportuniste par gré de recherche de mots-clés, etc. Et peut-être à cause des outils informatiques, mais donc j'ai trouvé des choses plutôt en lien avec la France et plus largement donc l'Occident. Euh, Effectivement, alors l'image donc le dessin que je vous ai montré à la fin, c'est explicitement une représentation de Paris, enfin une sorte de coupe sur Paris avec un écrasement entre le centre-ville et le périurbain. On voyait le centre Pompidou, donc c'était pour marquer effectivement qu'on est à Paris. Euh, Il y a
Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a cet ancrage de moi-même et de cette image dans la métropole parisienne que la recherche peut, enfin la question posée peut pas s'étendre aux autres métropoles. En fait, c'est pour ça que j'ai pris le soin de détailler ce qu'on appelait les faces arrières, c'est-à-dire que en partant de cette définition de ce qu'on peut considérer comme des faces arrières, peut-être qu'effectivement les lieux, les situations sur lesquelles on retombe pourront être différents dans d'autres métropoles. Par exemple, j'imagine que à Singapour, bah, une ville-État comme ça, il y a peut-être des lieux qui sont beaucoup plus, euh, enfin, qui sont très différents d'une métropole française qui s'est étendue comme Paris. Mais cependant, ce qu'on voulait montrer, c'est que la prospective du futur met de côté certains espaces. Et donc nous, on a remarqué que ces espaces-là en France, il y en a un certain nombre. Et voilà, donc, par exemple, il y a le cycle de l'eau, c'est peut-être totalement effectivement différent dans d'autres contextes culturels. Et ce serait hyper intéressant de l'observer. C'est plus compliqué pour y accéder, puisqu'il faudrait être capable de faire des recherches iconographiques beaucoup plus géospécifiques. Mais je note la remarque parce que c'est intéressant de se demander si les faces arrière sont toutes les mêmes. Sont Oui, pas c'est toutes ça. les C'est mêmes. un peu ce que je voulais. Et puis, est-ce que le côté culturel hein, rentre là-dedans? Enfin, voilà, Mm. Ouais, bah, prochaine recherche. c'est l'idée. Merci. Donc, vous pouvez aussi vous en emparer. Une fois que ce sera publié, vous aurez peut-être des billes pour se dire, ah bah, à Je- partir de là, hmm. pourquoi pas. C'était juste, je suis juste parti d'un constat Ouais. rien qu'en Italie, qui est très proche de nous, pourtant, on dit que les Français sont très latins aussi, mais voilà, on constate des différences Mm. en tout cas sur le déchet. Ou si on va à Naples aussi, c'est connu, enfin, voilà, mais Quelles sont-elles? Enfin, les principales, c'est en 2 secondes. C'est quoi les principales différences? je constate que, bien sûr, Paris est également sale, on le dit de plus en plus, enfin, mais sur sur je trouve que à Rome, par exemple, il y a des endroits où on trouve des amoncellements d'ordures qu'on ne trouve pas à Paris. À Paris, on peut trouver des comment dire, des ordures qui peuvent traîner un petit peu partout dans la rue, mais c'est réparti. Euh, voilà, enfin, je sais pas, on a peut-être des appréhensions un petit peu différentes hein, de chacun, mais j'ai l'impression que c'est plus réparti. Euh, alors, c'est également réparti en Italie, enfin à Rome du moins. Je connais pas les autres villes de Rome, mais enfin Naples, je connais, mais on peut trouver à Rome, en tout cas, des monceaux d'ordures en pleine ville. Des endroits où, voilà, c'est un peu marquant quand on n'a pas l'habitude de voir ça. Alors après, j'imagine quand même que les faces arrière sont organisées à peu près de la même façon. Est-ce que c'est culture? Je me suis jamais posé la question. C'est juste en regardant votre présentation que je me suis dit, ah mais je connais pas les raisons. Je sais, c'est pas mon métier, je suis pas du tout expert là-dedans. Euh, mais ouais, je suis un peu impliqué quand même sur tous les problèmes d'environnement. Je m'y intéresse du moins. Voilà, donc je sais pas, je sais pas en dire plus, mais je remarque des différences sur la façon de traiter le déchet, en tout cas dans ces villes-là. Mais je pense que c'est aussi politique. En tout cas, pour Naples, ça l'est. Il y a un problème politique. Est-ce que c'est culturel? Je ne sais pas. Il faudrait, c'est presque de l'anthropologie. Oui, mais ce qui serait intéressant, ce serait d'observer s'il existe de la prospective de la ville de Naples et à quoi ça ressemble. Est-ce que le déchet disparaît ou est-ce que le déchet est quelque chose de fatal, enfin, perçu Ouais. comme une fatalité, je sais pas, à cause de ce qu'on sait voilà, des groupes politiques mais ben, il faudra que je m'associe à des Italiens pour explorer la question. Et voilà, on va en Suisse, on a une autre
une autre approche, en tout cas de la ville. Enfin, on a l'impression que la Suisse, tout est propre, tout est clean, euh, c'est tout près de la France, c'est tout près de l'Italie aussi. Enfin, je veux pas. je- Non, mais merci. ouais, merci C'est beaucoup aussi. intéressant. Je sais pas s'il y avait d'autres questions ou dans le chat, j'ai pas En fait, moi, regardé. j'avais une petite remarque, enfin une petite question par rapport à l'expérimentation au quartier Saint-Vincent-de-Paul, c'est ça? Alors, les collègues, je vois, Jérémy, tu dois t'y connaître un peu, tu dois t'y connaître mieux sur le fait de récupérer l'urine pour l'utiliser pour l'agriculture. Alors, moi, j'ai pas suivi de projet, mais je sais que c'est en cours. Il y a une expérimentation dans Paris. Et du D'accord. coup, Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Il y a eu, avec l'IPSL, justement, j'ai assisté à une présentation, qui était sur le sujet. Donc, il doit y avoir, il y a des gens qui travaillent sur ce sujet. Peut-être je peux essayer de retrouver en ligne ce que c'était. Je sais Intervenir aussi, parce que on a un webinaire qu'on est en train d'organiser avec Bernard de Gouvello et Aurélie Jovenio, si je me trompe pas. J'essaie de retrouver la date dont on a convenu. Ou Nada, je dis des bêtises, non, hein? non, mais je n'ai pas la date en tête, mais en tout cas, en termes d'imaginaire, je pense que si cette expérimentation fonctionne, ça peut potentiellement modifier la donne en termes de traitement des eaux usées. Donc, l'idée, c'est de séparer les fluides et les solides, c'est ça. Mais après, je sais pas, je ne sais pas plus. Donc, mais c'est une branche qui peut être intéressante à explorer sur comment ça peut transformer les villes par la suite, quoi. Un peu de oui, teasing. Donc, il y aura un webinaire sur le sujet, sur le projet Saint-Vincent-de-Paul, et puis d'autres questions qui seront abordées le 15 mars à 11h30, et on en fera l'annonce aussi. excusez-moi, j'ai retrouvé c'était une présentation qui datait du mois d'octobre, à l'IPSL également. Et là, je vous ai mis le titre et l'intervenant, Fabien Esculier, du Lésu. Ouais, ce sera les mêmes équipes, enfin, ça ne sera pas Fabien, mais ce sera d'autres collègues qui sont impliqués qui étaient impliqués dans la NR Design. Ils sont intéressés à la manière dont les différents acteurs ont construit le projet de gestion différenciée des sels et des urines, et qui sont maintenant, je crois que c'est une ANR qui s'appelle Okapi, et qui vise aussi à étudier ce projet à Saint-Vincent-de-Paul. Donc retenez la date, le 15 mars. Sur le même lien. Eh ben, super. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, on te remercie, Louise, pour cet excellent exposé. Et Jérémy, je ne sais pas si tu as un mot de la fin ou on dit bon appétit. Non, simplement parce que la question a été posée dans le chat, donc enfin le webinaire de Louise sera publié sur la chaîne YouTube du projet et puis sur le site web, mais pas tout de suite. On a convenu avec Louise d'attendre un petit peu qu'il y ait des éléments qui soient publiés. Louise, tu veux amener un peu de détails? Oui, mais comme je le disais, on est en train de fabriquer la version publication de notre recherche, puisque un rapport recherche a été rendu donc, aux partenaires de la recherche, donc à REP et au PUCA. Là, on travaille la publication pour diffusion grand public, et c'est une fois que ce sera publié qu'on pourra, enfin voilà, que les images, en fait, il y a cette image que je vous ai montrée, il y en a deux autres, des images de prospective travaillées en atelier, seront diffusables publiquement. Voilà, donc ce sera, on croise les doigts, en avril. Super. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Merci, votre très bonne invitation journée. et vos questions. Merci beaucoup. Merci, Bonne au revoir. journée, au revoir. Au revoir, merci.